Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est l'heure de NCI 360 en direct d'Abidjan. Ce soir, on s'intéresse à un sujet sur toutes les lèvres, la cherté de la vie. Les Ivoiriens dénoncent de plus en plus le coût élevé de la vie, des denrées alimentaires aux produits de grande consommation, en passant notamment par le ciment. Pourquoi cette flambée? Quels sont les facteurs qui favorisent ces augmentations? Les prix sur nos marchés sont-ils contrôlés? Quel est le rôle et l'impact du CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire? Quelles solutions, in fine, pour soulager l'ensemble des consommateurs? Voilà autant de questions que nous décrypterons avec nos invités en plateau. Docteur Rani Didis Bakoné, elle est la secrétaire exécutive du CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Jean-Baptiste Kofi, il est le président de l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC. Gisèle Wei Kofi, présidente du conseil d'administration du marché Cocovico d'Angré. Zanlou Nan Valérie Noël, elle est chargée des coopératives agricoles du milieu rural de la FESACI. Ben Mfali Soumaoro, il est le président de la coalition des organisations de consommateurs. Enfin, Élisée Bologbe, journaliste éditorialiste. Et en duplex avec nous, Dr Fofana Mustafa, économiste du développement et gestionnaire de projet. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Depuis plusieurs semaines, donc, les prix de plusieurs denrées alimentaires ont augmenté dans la capitale ivoirienne. Une inflation sans explication qui fait réagir commerçants et consommateurs. Ils dénoncent la cherté de la vie. Je vous propose de voir ce sujet de Nadia Edja et Harouna Zeba et on en parle juste après. Marché d'Anono. Dans cette boutique, il y a encore un mois, le prix de ce riz de 1 kg était fixé à 550 francs CFA. Aujourd'hui, il est passé à 600 francs. Celui de 5 kg, initialement à 2900 francs, est désormais vendu à 3600 francs, soit une augmentation de 700 francs CFA seulement sur ces dernières semaines. Comme le riz, plusieurs produits manufacturés ont subi récemment une augmentation. L'huile comme ça, là, il y a le cas qui coûtait à 225, maintenant qui est à 300. Il y a aussi le lait où on achetait au moins les 500 grammes, là, on achetait ça à 1350, présentement qui est à 1500 francs. Même constat dans les différentes communes de la ville d'Abidjan, à l'instar de Port-Boué. Ismaïla Diallo, commerçant, en perd même des clients. C'est cher tellement, vraiment, c'est trop cher. Le bagage là est trop cher tellement. Les clients, maintenant, c'est pas trop ça, quoi. Sur les étals, dans les marchés, la situation n'est pas meilleure. Vivriers, poissons ou viande, tout ou presque a connu une inflation. La boîte à cuir que nous prenons habituellement à 5 000 nous revient maintenant à 7 000, 7 500 des fois. Les mangues, par exemple, que nous prenons sur le marché, des fois on fait 5 à 500, 4 à 500. Ça devient maintenant 7 à 1000 francs. Tout augmente, on ne comprend rien. Mais moi, je me demande si les salaires augmentent aussi. Je crois qu'on ne s'en sort même plus. C'est vraiment difficile, on ne comprend pas pourquoi c'est devenu comme ça, mais c'est compliqué. C'est tout, hein. L'huile, le riz, tout ce qui est denrées alimentaires, tout a augmenté. Donc on ne sait pas d'où vient. On ne peut pas expliquer. Quand on demande, on nous dit que le marché est devenu cher, tout a augmenté, donc c'est là-dessus que nous on reste. Une flambée des prix sans explication qui suscite le ras-le-bol au sein de la population. Comment faire pour nourrir la famille? Parce que vraiment, tout est cher au marché, tout est cher. Voilà. Donc vraiment, bon, je lance l'appel à qui de droit, s'ils peuvent vraiment faire quelque chose, parce que là, vraiment, c'est très difficile. Outre les denrées alimentaires, la cherté des produits concerne plusieurs autres secteurs, notamment celui de la construction, avec l'augmentation du prix des matériaux, tels que le ciment. Messieurs, mesdames, vous avez entendu le ras-le-bol des consommateurs et même de certains commerçants. Première réaction, docteur Annie? Oui, effectivement, nous pouvons faire le même constat que les personnes qui ont été interrogées. Il existe sur le marché actuellement des tensions sur certains produits. Il y a des produits qui sont... Quand vous dites des tensions, ça veut dire des augmentations. Des augmentations de prix. Si effectivement vous prenez les matériaux de construction, effectivement il y a eu des hausses de prix. Le ciment, il y a eu une hausse des prix également. Mais il y a quand même
on est dans une période, disons, avec une conjonction de plusieurs facteurs. On a toujours l'effet de la Covid-19 qui perdure. Je veux dire, c'est une crise sanitaire mondiale qui a eu des impacts sur l'ensemble des secteurs d'activité, y compris sur les produits de grande consommation. On a, depuis le 24 avril, une crise énergétique au sein de notre pays. Heureusement, on est en train d'en sortir, puisque depuis le 25 juin, les ménages ne sont plus concernés par le rationnement et les entreprises à partir du 15 juillet. Mais la conjugaison de l'ensemble de ces facteurs, cette conjugaison a eu des impacts sur certains prix. Mais évidemment, le gouvernement n'est pas resté sans rien faire. Ces tensions sont effectives, mais le gouvernement a agi. Il y a eu des mesures au niveau du ministre qui ont été proposées au gouvernement par le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, et des mesures de plafonnement, d'encadrement des prix, de contrôle des prix sont actuellement en cours. Alors, j'ai envie de vous dire, si les mesures avaient été mises en application et qu'elles avaient été si efficaces que ça, on n'aurait pas ces problèmes. C'est parce qu'il y a eu ces problèmes-là, lorsque ils ont été constatés. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les prix en Côte d'Ivoire, la plupart, en tout cas les prix des produits dont on a cité, que ce soit les matériaux de construction ou même les produits vivriers, que ce soit l'huile, le riz, etc. Les prix, le système dans lequel la Côte d'Ivoire est, c'est un système libéral. C'est-à-dire les prix sont fixés selon l'offre et de la demande. Et les prix ne sont pas fixés par l'État, ne sont pas fixés par le gouvernement. Donc, c'est en fonction de la situation économique, en fonction des difficultés ou en fonction des tensions sociopolitiques et autres, que ce soit au niveau international ou au niveau national, que la conjonction, la conjugaison de tous ces faits-là qui ont des impacts sur le prix. Très bien. Alors, vous, comme cause tout de suite, vous évoquez la crise sanitaire. Vous évoquez également le rationnement de l'électricité. On va faire le tour pour voir un peu. Monsieur Ben Faline Soumaro, vous voulez réagir tout de suite? Allez-y. Oui, merci, M. Alou Diarra-Souba. Moi, je pense que nous devons la cherté de la vie. Les différents secteurs n'ont pas les mêmes causes et n'ont pas les mêmes responsabilités. Vous avez dans des secteurs où le coût a grimpé dû au globalisme de l'État, c'est-à-dire que les taxes sont très élevées. Et vous avez des secteurs où des intermédiaires sont rois, où le gouvernement a fait tous les efforts, mais malheureusement, ce secteur est pris en otage par des intermédiaires. Donc les efforts du gouvernement ne tombent pas dans l'assiette du consommateur que nous sommes. Et vous avez des secteurs, des produits qui sont saisonniers. Voyez-vous? Donc vraiment, il va falloir que... si nous voulons parler des matériaux de construction, quelles sont les causes? Pourquoi le ciment? Pourquoi le fer? Dites-nous, on y est pour les causes, allez-y. Voilà. Quand les matériaux de construction, par exemple, je prends le cas du ciment, où les producteurs n'ont mis que 7 000 francs sur la tonne. Mais on s'est retrouvé à 115 000 francs la tonne parce que des intermédiaires sont imposés dans les secteurs. Et c'est eux qui ont accès au ciment, c'est eux qui doivent prendre, c'est eux qui doivent donner aux revendeurs. Et le consommateur, pour 7 000 francs, paye 115 000 francs, où le prix a triplé. Et là, maintenant, ça, c'est des secteurs où vraiment il faut s'attaquer aux intermédiaires. Avant la crise du Mali et du Burkina, secteur du bétail, il y a des individus qui sont assis à l'abattoir, chaque bœuf vendu, ils ont 5 000 francs. Ils ne payent rien comme taxe à l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ça, c'est des secteurs où c'est les intermédiaires qui tuent. Mais vous avez l'année fiscale 2021 que le gouvernement a instaurée, qui a touché un certain nombre de produits. Le commerçant, lui, n'est pas venu pour regarder la mer. Hein. Si vous augmentez les taxes, finalement, c'est le consommateur final qui paye. C'est pour cela, ça peut être la conclusion de l'émission, je vais venir là-dessus. J'ai des propositions à faire quant aux différentes taxes. Et il y a la responsabilité des consommateurs que nous sommes. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a pris des mesures sur le ciment, sur la viande. Mais ce n'est pas fait pour qu'on s'assoie au salon avec. On doit s'approprier de ces mesures-là. Si un commerçant ne respecte pas, des téléphones sont ouverts et des personnes sont installées au bureau du ministère, il faut les saisir.
Il faut montrer aux commerçants que toi aussi, tu as ton droit. Mais si tu es assis pour dire que le gouvernement a décidé, mais on n'a rien vu. Il y a 300 contrôleurs, on ne peut pas être derrière chaque commerçant. Il nous appartient, en tant que consommateurs, prendre nos responsabilités, montrer que le client est roi. Le ministre, lui, il a fait son travail. Il a pris des mesures sur la viande, sur le ciment. Mais il nous appartient à nous, les consommateurs. Je donne mon exemple. Je suis allé pour payer... Et vous, quand vous dites il vous appartient à vous, les consommateurs, vous qui êtes à la tête d'une organisation de défense des droits des consommateurs, vous parlez à vous-même. C'est pour ça que je dis nous. J'ai dit nous, les consommateurs. Je ne me suis pas écarté. J'ai dit nous, les consommateurs. J'ai dit on doit s'approprier. Donc votre action n'est pas efficace. Non, vous le reconnaissez. C'est l'incivisme de consommateurs, l'inculture de consommateurs qui nous rend la tâche difficile. L'inculture se situe à quel niveau? Si on n'est pas saisi, parce que moi, pour aller au ministère du Commerce, aller me plaindre d'un opérateur économique, il faut que j'ai des prix matériels. Donc j'ai toujours dit à un consommateur, lorsque le gouvernement dit que c'est tel prix, quand vous allez exiger un reçu, parce que sans le reçu, le commerçant ne va pas reconnaître que lui, il a vendu à tel prix. Mais si vous avez un reçu, nous, les organisations de consommateurs, on peut engager des procédures contre le commerçant. Mais s'il n'y a pas de reçu, et si on n'est pas saisi, et vous vous retournez pour dire, ils ont dit à la télévision que ça a diminué, mais on n'a rien vu. Très bien. On vous a bien compris. Docteur Bakoneh, il évoque quelque chose de très important, c'est l'impact des intermédiaires. Est-ce que vous, en tant que secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre la vie chère, vous avez des actions que vous posez dans ce sens-là pour réduire l'impact des intermédiaires notamment? Absolument, absolument. Mais Ben Fally, effectivement, a raison, parce que quand on parle de la cherté de la vie, quand on dit la vie est chère, il faut savoir de quoi on parle exactement. Et les causes ou les raisons ou les conséquences ou même les solutions qui peuvent être proposées ne sont pas les mêmes selon le secteur d'activité. Effectivement, il y a des secteurs où la chaîne de distribution étant rallongée, avec des intermédiaires qui peuvent augmenter les coûts, puisque chaque intermédiaire va mettre sa marge. Donc, effectivement, il y a certains secteurs où les intermédiaires, ou la structuration, en tout cas, du secteur, peut être une cause de hausse des prix. Et l'État ne peut rien faire? Bien sûr que si, bien sûr que si. L'État travaille, le ministère du Commerce travaille pour moderniser le secteur du commerce, pour assainir le secteur du commerce. Il y a un certain nombre de programmes d'accompagnement, il y a un certain nombre de projets pour accompagner la professionnalisation, pour réduire la chaîne de distribution. Quand il parle effectivement du secteur du ciment, effectivement ça a été le cas, et un travail est fait, et un travail a été fait dans ce sens-là, et c'est ce travail-là qui a permis de plafonner le prix du ciment, là où on avait eu une hausse de jusqu'à même 130 000, 120 000 la tonne de ciment il y a encore quelques semaines. Le gouvernement a fixé un prix qui est celui de 90 000 francs la tonne de ciment. Mais ça, qui ne semble pas être respecté. Mais c'est respecté. Déjà, c'est respecté. Effectivement, ce n'est pas respecté partout. Mais comme dans toutes les professions, il y a toujours des brebis galeuses. Et malheureusement, ces personnes-là qui ne respectent pas les prix entachent les efforts de ceux qui respectent les prix. Qu'est-ce que vous faites contre ces personnes qui ne respectent pas les prix? Il y a des contrôles. Il y a des contrôles qui sont faits. Le ministère du Commerce est sur le terrain. Est-ce qu'il ne semble pas insuffisant, ces contrôles? Les contrôles ne sont pas insuffisants. On peut les intensifier et ils seront intensifiés. Le Premier ministre, lors de sa visite vendredi, a effectivement demandé, et c'est fait effectivement, d'intensifier les contrôles sur le terrain. Mais effectivement, ce que disait M. Ben Fally, je le rejoins absolument. Le meilleur des contrôleurs, c'est le consommateur lui-même. Ce que j'ai l'habitude de dire, ce qu'on dit au Conseil national de lutte contre la vie chère, lorsque le gouvernement plafonne un prix, lorsque le gouvernement fixe un prix, c'est dans l'intérêt du consommateur. Le but, c'est de défendre son pouvoir d'achat. Donc, à partir du moment où un prix a été plafonné, dans l'intérêt du consommateur, ça devient un droit. C'est un droit pour le consommateur de payer à ce prix-là. Le commerçant le fait payer à un autre prix, il se fait escroquer. Le mot est peut-être fort, mais je le dis. Ça devient un vol. Donc, c'est au consommateur de refuser de payer plus cher et de faire valoir son droit. J'ai bien l'impression qu'il y a un contraste entre ce que vous évoquiez un peu plus tôt,
vous disiez, nous sommes dans une économie libérale, donc chacun peut fixer le prix qu'il veut. En même temps, vous dites, le gouvernement essaie de plafonner des prix. Il faut... Non, il n'y a pas de contradiction. Expliquez-moi. Il n'y a pas de contradiction dans la mesure où notre législation prévoit cela. Ce sont des cas exceptionnels. D'accord. La règle générale, c'est la liberté des prix. Mais il est prévu dans notre législation que toutes les fois où il y a des hausses excessives qui relèvent d'une situation anormale du marché, qui sont soit liées à des spéculations, soit liées à des pratiques anormales, à des ententes. Notre législation nous permet au gouvernement de pouvoir intervenir et de fixer le prix. Et c'est dans ce cadre-là que les mesures de plafonnement sont prises. Très bien. Mesdames, Gisèle Wey Kofi, vous êtes la présidente du conseil d'administration du marché Cocovico Engrès. Zanlou Nan Valérie Noël, vous êtes la chargée des coopératives agricoles du milieu rural de la FESACI. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est suffisamment riche. On a presque tout le vivrier dont on a besoin pour nos marchés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces augmentations? C'est vous le problème? C'est vous qui augmentez les prix à votre guise pour faire du profit sans penser aux soucis des consommateurs? Oui, bien sûr, allez-y. D'abord, lorsqu'on parle de la cherté de la vie, on parle du panier de la ménagère qui se réduit de plus en plus. Exactement. Je peux dire les causes. D'abord, la base, c'est la production. Pour que la population puisse bien manger, il faudrait que les producteurs puissent produire plus. Or, nous savons qu'ici, en Côte d'Ivoire, l'agriculture, c'est vrai, on dit... L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, les producteurs souffrent. Pourquoi je le dis? Ils sont encore à l'heure de la daba et de la machette. C'est pour cela qu'il n'y a pas assez de production. Pour nous, les commerçants de produits vivriers, lorsque nous allons bord champ, nous sommes souvent sur des pistes. Les pistes, tu es obligé, lorsque tu vas chercher de la marchandise, tu es obligé de chercher des porteuses de bagages pour qu'elles puissent sortir tes bagages sur une voie où les tricycles puissent prendre et te ramener en bordure de la voie. Là encore, pour qu'un camion puisse le transporter pour le ramener à Abidjan. Et comme on le dit, on ne vend pas pour perdre, on vend toujours pour gagner. Donc, je peux dire, il y a ce côté qui est là. Donc, vous venez de toucher du doigt l'inaccessibilité de certaines zones. Voilà. D'accord, très bien. Quand on sait que le réseau routier, ces dernières années, s'est quand même amélioré. Oui, non, l'État a fait déjà beaucoup. Mais il y a des zones, comme je peux dire, des zones productives qui ne sont pas encore visitées. Mais sinon, l'État a déjà fait beaucoup pour nous. Mais comme on demande toujours à l'État de toujours s'améliorer, de nous aider. Et ça, c'est une cause. Et puis, je peux dire aussi le transport des marchandises. Le transport des marchandises, pour les transporteurs, les coûts sont vraiment élevés. Pour quelqu'un qui quitte ici et qui va, par exemple, à Mans, le coût du transport est beaucoup élevé. À plus forte raison, lorsqu'on va, mais ne serait-ce qu'à l'épée, on peut payer 200 000 à 300 000 francs le transport. Tu payes la Pour un camion? Pour un camion. Combien de tonnes? Pour un camion de peut-être 10 tonnes. Tu peux payer 300 000 à 400 000. Et tu payes, actuellement, surtout que là, actuellement, il n'y a pas de bananes. Quand tu viens, tu récupères tout dans ton commerce. Tu récupères. Donc c'est ce qui explique que vous augmentez aussi les prix sur le marché. On n'augmente pas le prix. On essaie de vendre pour pouvoir en tirer un peu de bénéfices. Voilà. Très bien. Vous partagez ce même constat? Non. Dites pour non. Moi, c'est la corruption. Pour vous, c'est la corruption. Expliquez-nous. Vous voyez... Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez déjà dû faire face à des actes de corruption? Si. Expliquez-nous. Je suis syndicaliste. J'ai organisé la fête du travail à Daloa en 2019 pour décrire un peu le prix des anacades qu'on paye sur le terrain à 50 francs. Parce que je demande aux parents d'être eux-mêmes leurs gardiens.
l'État a fixé le prix de l'anacade, par exemple, à 350 francs. Certaines personnes vont, ils payent l'anacade à 50 francs. Moi, je suis allée le 1er mai. C'est le seul jour où tous les travailleurs doivent quand même s'exprimer pour pouvoir dire au moins ce qu'ils ressentent sur le terrain. Je suis allée, non seulement ils ont refusé de me donner le micro pour que je puisse parler de ça. De un, quand on a fini, la filière anacade s'est rendue dans un village pour dire que nous payons l'anacade à 350 francs le kilo, alors que c'est faux. Dès qu'on donne d'eau nette, le même jour, quand tu finis de déclarer qu'ils ont vu ça sur les antennes nettes, ils vont là-bas. Dès qu'ils donnent d'eau le lendemain, on paye à 50 francs. C'est pas normal. Chaque paysan doit prendre son destin en main. Moi, c'est la formation que je leur donne. Donc le premier contrôleur, selon ce que vous dites, ce n'est pas l'État. Le premier contrôleur, c'est le consommateur, c'est le paysan lui-même. C'est le paysan lui-même. On ne doit pas forcément accuser l'État. Pour moi, on ne doit pas accuser l'État. Chacun doit s'accuser entre nous ici. Chacun doit s'accuser. Chacun doit se remettre en cause, vous voulez dire? Oui. Le prix est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Non seulement les contrôleurs qui ont été nommés par l'État de Côte d'Ivoire ne font pas leur travail. Parce que quand tu vas vers eux pour leur dire, voyez ce qui se passe, ils viennent pour des miettes, ils ne font pas leur travail. Parce que moi, j'ai fait un peu Bangolo, où il y a 87 villages. Après Bangolo, j'ai fait Niablé. J'ai été la première à décrire que non, compte tenu du prix de cacao et café ici, parce que Ghana est à 5 km de Niablé. Mais si à Abidjan, on paye à 450 francs le kilogramme, et de l'autre côté, on paye à 900 francs, alors qu'ils sont frais, c'est même pas même mais. Ils passent en brousse là-bas pour vendre ces choses. Vrai ou faux? Ils passent en brousse là-bas pour vendre ces choses. D'accord. Et puis ils viennent. Très bien. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose. Je voulais dire aussi, il y a, comment on appelle, le changement climatique. Le changement climatique qui fatigue aussi les producteurs. Parce qu'ils n'ont pas de retenue d'eau. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a fait 3 hectares d'aubergines, et à cause du changement climatique, qui fait sortir de sa production peut-être 1 hectare, il récupère les 2 hectares. Je parle du producteur. Bien sûr. Il récupère les 2 autres hectares dans sa production qui est la seule. Donc, nous, les commerçants qui allons boire champ pour acheter, ça sera forcément cher. Et on revient avec ça à Abidjan. On est obligé de mettre quelque chose aussi dessus. Donc, tout ça peut faire que... Et pendant la Covid, je peux dire que la cherté a débuté depuis la Covid. Pourquoi je le dis? Parce que pendant la Covid, lorsqu'on a fermé le Grand Abidjan, on ne pouvait plus sortir pour aller chercher la marchandise. Et après, l'État a essayé de nous aider en nous donnant des attestations par rapport à l'OCPV pour pouvoir sortir. Mais pour sortir même, pour aller dans les villages, c'était compliqué parce que les villageois trouvaient que la maladie est à Abidjan et eux, on allait les contaminer. Donc, ce qui fait aussi que les producteurs, il y avait de la méfiance et les producteurs aussi n'ont pas produit assez. Donc, comme on dit, l'offre et la demande, il y a forcément un problème. Bien sûr. Monsieur Kofi, je reviendrai à vous tout à l'heure. Monsieur Kofi, comment vous réagissez à ce diagnostic? Alors, effectivement, ce diagnostic que vous avez fait en début d'émission est réel. La cherté de la vie doit s'appréhender à une comparaison entre les ressources que les consommateurs ont et les charges auxquelles ils doivent faire face. Quand vous prenez l'alimentation constitue 25% aujourd'hui des ressources d'un ménage. Vous prenez le logement c'est 13%. Vous prenez le transport, c'est 12%. Donc quand vous prenez ne serait-ce que ces 3 chapitres, vous êtes à 50% des revenus des ménages. Donc de là vient justement la cherté de la vie dont nous parlons. Parlant du secteur alimentaire, on a dit il y a diverses raisons qui peuvent l'expliquer en fonction du type d'alimentation. Il y a les productions comme vivrières, comme les dames l'expliquent tout à l'heure. Donc il y a les conditions climatiques qui jouent également sur l'offre et la demande. Donc quand vous savez que quand l'offre
est inférieure, quand la demande est plus forte, forcément, les prix grimpent. Il y a, on dit, les conditions de production, les zones de production qui sont éloignées de la région du Haut-Sassandra, qui produit difficilement accessible pour ceux qui font les efforts d'aller jusque là-bas pour faire sortir la marchandise. Dès qu'ils arrivent, ils font le maximum pour récupérer tout ce qu'ils ont engagé comme frais. Il y a le coût du transport dont on a parlé. Bref, donc c'est un ensemble de facteurs qu'il va falloir adresser un à un pour trouver des solutions. Donc il y a les préoccupations doivent être adressées vraiment de façon séparée. Le vivrier a ses préoccupations, le secteur agro-industriel a ses préoccupations. Vous en avez parlé dans l'émission. Les raisons évoquées pour la majoration des prix dans le secteur agro-industriel sont différentes des raisons qu'on évoque dans le vivrier. Donc, si nous voulons aller efficacement et proposer des solutions, il faut peut-être qu'on aborde les questions secteur par secteur. Très bien. Élisée Bologbo. Ok, d'accord. Moi, je voudrais, dans un premier temps, dire que j'ai bien écouté tout ce qui a été dit. Mais vous voyez, moi, je pense qu'on est devant la nation. On est devant les Ivoiriens et il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas avoir de la langue de bois. Aujourd'hui, la vie est chère. On a évoqué beaucoup de situations. On peut situer les responsabilités. La question de la vie chère, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Hein. Ça fait des années qu'on en parle. La preuve, le Conseil national de lutte contre la vie chère a été mis en place en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça fait 4 ans qu'il existe. Et là, j'ai été même, je ne dirais pas surpris, d'entendre dans la bouche du Premier ministre qu'on va réactiver ce Conseil. Est-ce à dire qu'il dort? Ou bien jusque-là, il n'a pas travaillé? Je me posais bien des questions. Je voulais bien comprendre. Alors que je suppose que ce mécanisme a été mis en place parce qu'on estimait à cet instant précis-là qu'il fallait faire quelque chose pour permettre aux Ivoiriens de ne pas subir tout ce qui concerne la vie chère. Mais 4 ans après, on est en train de reparler, de réactiver encore ce comité. Ça veut dire que c'est qu'on n'a pas atteint l'objectif. Alors, Élisée Bologbo, pour être très pratique, on peut poser la question à Dr Bakoneh. Je vais y arriver. Avant que je ne pose la question directement, je vais y arriver. J'ai fait un balayage. Donc, je pense que quelque part, il y a eu un souci. Deuxièmement, sur la question même des vivriers. Je le notais tout à l'heure, il y a 15 ans ou 14 ans de cela, quand on devait quitter Daloa pour arriver à Abidjan, on n'avait pas moins de 20 à 25 barrages à faire. Il n'y avait pas au moins de 20 à 25 barrages à faire. Donc, quand les dames prenaient le vivrier à Daloa pour arriver à Abidjan, c'était des coûts exorbitants parce qu'à chaque barrage, il fallait payer. Mais il y a pratiquement 10 ans, ces barrages-là ont été tous supprimés. Mais on constate encore qu'on est dans les mêmes pas dans les mêmes prix, on a des proportions plus élevées encore. C'est-à-dire que c'est des prix qui étaient moindres aujourd'hui sont passés au double, au triple. C'est vrai qu'on va m'évoquer la question du réchauffement climatique, mais je vais à côté. Il y a des pays qui sont voisins de nous qui subissent la même question climatique que nous, mais qui aujourd'hui arrivent quand même à contenir cela. Donc, arrivé à un certain moment, il faut dire quelque part qu'il y a la question même de la bonne foi qui est mise en cause. Parce qu'il y a une volonté manifeste de tous les acteurs de faire du profit à outrance, de sorte que le plus grand perdant est ce consommateur qui, lui, n'a pas la possibilité de pouvoir faire une pression quelque part. Ça, c'est la réalité, il faut le comprendre. C'est une réalité. Moi, je peux me priver de loisirs, parce que ça dépend de moi. Mais je peux me priver de manger, parce que ça, c'est un bien fondamental. Tout le monde en a besoin. Autant je peux me priver de loisirs, autant je ne peux pas me priver de me nourrir. Donc, on ne peut pas les placer on peut pas les placer à la même enseigne. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on est devant la nation, comme je le dis. Il est important qu'on reconnaisse notre part de responsabilité dans la vie chère et puis prendre des mesures et des résolutions qui soient de... Parce qu'en réalité, moi aujourd'hui qui suis le commerçant, je viens à Lille, moi aujourd'hui qui suis la vendeuse ou bien la commerçante de vivrier, je peux pour une question de profit mettre 300 francs ou 400 francs sur quelque chose qui devait logiquement venir à 100 francs. Mais je vais le perdre devant. Parce que quand je vais mettre là, le transporteur, lui, il a donné 200 à sa femme, 2000 à sa femme pour aller au marché, il dit le marché est cher. Lui va augmenter son transport 300. On va aller chez un autre. Lui va augmenter parce que quelque part, il faut qu'il rattrape tout ça aussi. Et au final, vous qui avez vendu à 300 là, vous demain, peut-être vous ne payez pas les vivres à 300 parce que vous avez la possibilité de l'avoir. Mais vous allez payer un autre bien doublement plus cher que votre 300. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si on n'arrive pas à réfléchir de cette manière, on ne pourra pas résoudre le problème. Au niveau de l'État, je pense que là aussi, il a fui ses responsabilités. Ça, il faut que je le dise honnêtement. Parce que c'est vrai que le docteur a dit qu'on est dans un système libéral. Mais un système libéral, ce n'est pas un système de libertinage. Le gouvernement a sa responsabilité. Ce n'est pas parce que je suis commerçant que je vais me lever, je vais fixer un prix comme ça parce qu'on est dans un système libéral. Non, les prix sont encadrés. Là même, on parle de le plafonnement des prix.
On a des denrées alimentaires où on a parlé de plafonnement de prix. C'est le riz, c'est le sucre, c'est l'huile, c'est les produits de grande consommation. Mais de 2017 à aujourd'hui, les prix n'ont jamais été plafonnés. Et ça, c'est au vu aussi de tout le monde. Personne ne peut dire qu'il ignore. Ça n'a jamais été plafonné. Quelles sont les mesures qu'on a prises pour pouvoir régler ça? Non, quand je dis plafonné, dans la pratique, dans la théorie, oui. Mais dans la pratique sur les marchés, est-ce que les prix sont plafonnés? Non, les prix ne sont pas plafonnés. Les prix ne sont pas plafonnés. C'est vrai qu'il y a plusieurs causes que vous avez évoquées. Mais comme je le disais, il y a la responsabilité de nous-mêmes en tant que citoyens, mais de l'État également, et de nous en tant que commerçants et consommateurs. Il ne faut pas qu'on fume. Et aujourd'hui, notre exercice, c'est de nous-mêmes nous regarder en face comme dans un miroir, voir en réalité là où nous avons fauté, c'est quoi on peut faire pour rattraper ça, parce qu'il y va de la santé et du bien-être de nous tous. Absolument. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, M. Kofi. Le temps pour nous de faire réagir Dr Fofana Mustapha, il est économiste de développement. Dr Fofana, bonsoir. Bonsoir, Ali. Vous avez suivi certainement ce diagnostic auquel prennent part tous nos invités. Première réaction? Bon, je voulais d'abord dire que quand on entend par la vie est chère, on dit que la vie est chère lorsque le consommateur, c'est-à-dire la population, éprouve des difficultés pour acheter des produits. Les produits, surtout les produits de première nécessité. Vous n'avez pas l'impression que c'est dans ce cas-là que nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Si, c'est ce cas. Mais il y a un de nous, mes contradicteurs tout à l'heure, qui a évoqué un peu les dépenses des ménages. Il faut dire que les ménages en Côte d'Ivoire ont trois principales poches. La première des poches, c'est la nourriture, ensuite le loyer et enfin le transport. Donc, comme je disais tantôt, il faudrait que la vie chère, il faudrait qu'on arrive à bien définir qu'est-ce que la vie chère. Comme je l'ai dit, la vie chère, c'est lorsque le consommateur, la population, n'arrive pas à faire face à ses besoins de première nécessité. Ça peut être aussi dû aussi au fait que cette population-là n'arrive pas à épargner. Cette épargne-là qui devait permettre en principe de pouvoir faire face à la scolarité et aux soins de santé au cas échéant. Et donc, il faudrait qu'on puisse voir la vie chère en termes de ce qui est perçu et de ce qui est réel. Ce qui est perçu par la population et ce qui est réel. Lorsque nous regardons un peu le taux d'inflation, qui est un indicateur macroéconomique, on a tendance à penser que dans nos pays, en Afrique de l'Ouest francophone, le taux est bas. Mais les populations se plaignent toujours de la cherté de la vie. Donc il faudrait adresser cette question-là avec beaucoup de doigté. Mais il faut dire aussi que ce problème-là, il est pluridimensionnel. Il a plusieurs dimensions. Comme mes contradicteurs l'ont dit tout à l'heure, il peut être impacté par l'électricité, il peut être impacté par le coût du transport, par les taxes et par les infrastructures. Donc, régler ce problème-là, ça demande de faire appel à toutes ces différentes composantes. Très bien. Maintenant, quelles sont les causes qui peuvent entraîner la cherté de la vie? Selon vous, quelles sont les causes? Il faut préciser que le phénomène de la cherté de la vie est observé lorsque l'offre, c'est-à-dire la production, est en baisse par rapport à la demande. Et cette demande-là, elle est toujours en hausse. Et l'offre ici a baissé, entre autres, à cause de la Covid. Cette Covid-là qui a bouleversé un peu le système de production des entreprises. Et aussi, comme la dame l'a dit tout à l'heure aussi, il y a aussi la crise énergétique que nous avons connue. Il y a aussi les intermédiaires aussi, qui sont énormes souvent dans le circuit de commercialisation. Ces intermédiaires-là qui font qu'on a assez de coûts des transactions et ça augmente le coût final que les consommateurs sont prêts à payer. Mais tout ceci a des conséquences. Tout ceci a des conséquences. La première des conséquences, c'est que les conditions de vie de la population les populations vivent dans la précarité. Le bien-être de la population est réduit. Ensuite, la seconde des conséquences, c'est que la population n'arrive plus à faire face à toutes les dépenses qui sont souvent primaires, c'est-à-dire la nourriture.
une population qui mangeait 3 fois par jour, un ménage plutôt qui mangeait 3 fois par jour, va se retrouver à manger 2 fois par jour. Et enfin, il faut noter aussi que l'une des conséquences aussi, peut-être que mes contradicteurs ne l'ont pas dit, mais c'est que la crise de la cherté de la vie n'est pas nouvelle. Puisqu'en 2008, on a connu la crise alimentaire et cette crise-là a entraîné les émeutes. Et donc, la cherté de la vie, pour me résumer, c'est d'abord la quantité. La quantité qu'on consommait à un prix fixe aujourd'hui, demain, pour la même quantité, on est obligé de payer plus cher. C'est dans ce cas-là qu'on dit que la vie est chère. D'accord. Et comme mes contradicteurs, voilà. D'accord. Merci, docteur Fofana. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Docteur Kofi, vous voulez réagir tout à l'heure à l'intervention d'Élisée Bolougbe? Oui, donc je voudrais enchérir sur ce qu'il disait par rapport à la responsabilité de toutes les parties en présence, la responsabilité de chacune des parties dans la cherté de la vie. L'État aussi a une part de responsabilité, comme il a dit. On a choisi le libéralisme. L'État essaie de juguler un peu en plafonnant les prix, comme on l'a indiqué, mais malheureusement, là encore, c'est encadré. L'État ne peut pas indéfiniment plafonner les prix. Quand il y a une situation de crise, l'État peut plafonner durant 3 mois, renouveler 3 mois, et il ne peut pas aller au-delà. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire, certes, mais il y a les lois communautaires aussi également auxquelles nous sommes assujettis. Donc, la lutte contre la cherté de la vie, on ne peut pas remettre, nous, en tant que consommateurs, notre destin intégralement dans les mains de l'État. Les commerçants ont leur responsabilité, comme on a dit, ils cherchent à faire le maximum de profit, mais les consommateurs aussi ont leur responsabilité. Souvenez-vous que souvent, c'est nous-mêmes qui nous faisons peur. En envoyant suivant certaines rumeurs, nous transformons nos maisons en supermarché, on va acheter tout ce qu'il y a au marché, donc nous créons souvent la psychose fait qu'on crée des déséquilibres sur le marché, des déséquilibres entre l'offre et la demande. C'est tout de même pas tout le temps, monsieur. Non, je suis en train de dire que... C'est dans les circonstances exceptionnelles. C'est une circonstance exceptionnelle. Mais l'idée, c'est de dire que la solution réelle, la lutte contre la vie chère, repose sur les consommateurs en ce sens que nous avons des droits, mais nous avons une obligation. Et la première obligation qui va nous sauver face à la cherté de la vie, c'est l'obligation de solidarité. Ces femmes-là sont des vendeuses de vivriers. Si, au plan national, peut-être c'est difficile d'aller de façon... globale en solidarité, mais dans nos différentes localités, dans les localités les plus reculées, si les consommateurs font bloc, sont solidaires, les femmes qui vont envoyer le vivrier ne vont pas laisser le vivrier pourrir. Quand on trouve que c'est élevé, on fait bloc, on dit qu'on n'achète pas, elle n'a pas intérêt de voir ce vivrier pourrir, elle va baisser le prix. Donc ce qui manque aux consommateurs aujourd'hui, c'est ça, c'est le devoir de solidarité. Si nous osons la solidarité, je pense que nous pourrons impacter le prix des denrées alimentaires. Ne serait-ce que le domaine alimentaire déjà, nous pourrons l'impacter à la baisse. Je rappelle que c'est 25% du panier de la ménagère. Très bien. Je voudrais appuyer ce que le président Jean-Baptiste Kofi vient de dire tout à l'heure. Il faut que les consommateurs que nous sommes, on puisse adopter cette culture de boycott. J'ai vécu une expérience à Korogo, une année, où les bouchers, de façon unilatérale, ont augmenté le prix de la viande. Les bonnes dames se sont dirigées vers autre chose. Pendant 3 jours, les viandes sont restées chez les bouchers. Et les bouchers étaient obligés de solliciter le préfet de la région pour dire eux, ils avaient augmenté, mais ils reviennent à l'ancien prix. Les femmes n'ont pas marché, ils n'ont pas fait des sittings, ils n'ont pas pris casserole pour taper, mais les bouchers sont revenus à l'ancien prix. Et je le dis, aucun décideur public ou privé ne peut résister face aux 72 heures de boycott de 22 millions de consommateurs que nous sommes. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Mais malheureusement, j'ai l'impression que le problème des consommateurs, eux-mêmes quand ils s'asseyent, c'est les dirigeants des associations de consommateurs. Mais si votre propre fétiche, vous ne respectez pas, si alors ça, c'est un autre débat. Vous négligez votre... Non. Monsieur Soumaro, c'est un autre débat dans lequel on ne va pas entrer. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Parce que si demain, j'arrive, si demain, je lève la main pour dire nous boycottons tel produit, et que les 22 millions de consommateurs boycottent, et le lendemain, on va trouver la solution. On est bien d'accord. Monsieur Soumaro, ce que vous évoquez relève de votre capacité à susciter de la crédibilité dans votre discours. Pour que les gens aient une adhésion, pour que les gens vous suivent. Ce n'est pas de ça qu'on parle ce soir. L'Ivoirien aujourd'hui, l'Ivoirien même ne prend pas
l'ampleur et la force des organisations des consommateurs et les consommateurs qu'eux-mêmes ils sont. Parce qu'il faut semblant. Mais peut-être que la crédibilité n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas de crédibilité. Qui est venu vers nous et puis il va nous dire qu'il n'a pas été satisfait? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Mais quand il s'agit, parce que quand il s'agit des partis politiques, ils marchent à pied à Niama, Yopougon, pour aller faire de la politique et se retourner sans recevoir quelque chose. Mais lorsque nous les appelons, le président qu'on fait là, on nous demande, vous allez nous donner combien? C'est-à-dire que nous-mêmes, on veut résoudre leurs problèmes. Ils nous demandent, vous allez nous donner combien? D'accord. Donc, il faut qu'ils cessent de voir au président des consommateurs que nous sommes comme des adversaires, comme des ennemis. Et qu'il faut qu'ils viennent vers nous pour poser les problèmes, pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution. Vous leur demandez de changer leur regard vis-à-vis de vous, mais est-ce que vous-même vous remettez en cause? Absolument, absolument, absolument. Puisque nous sommes là, on fait du bénévolat. On a décidé de se mettre à leur service. Donc, si eux, ils estiment que quelqu'un estime parmi eux qu'on ne fait pas son travail, nous, on peut aller le forcer pour venir adhérer à notre mouvement. Mais ceux qui nous considèrent, ceux qui nous viennent, la semaine passée, des dames sont quittées à Bobo Sagwe Palmarais pour venir me dire qu'ils ont été déconnectés de l'électricité, le programme PPT, où ils devaient rembourser 5 ans. Mais malheureusement, ils n'ont pas tenu l'engagement. Mais je suis allé voir le DG de la CIE pour lui dire que ces femmes-là, il y en a qui font ça pour nourrir les enfants. Mais tout de suite, le DG a mis une équipe pour dire, bon, tous ceux et celles qui ont été déconnectés soient reconnectés et qu'ils viennent signer un moratoire avec la CIE. D'accord. C'est parce qu'elles sont venues, le quartier est venu vers moi et que je suis allé, j'ai réglé le problème. Très bien. Mais si tu es assis dans ton salon et que tu estimes qu'en m'insultant dans ton salon, que c'est toi qui vas régler ton problème. On vous a bien compris, monsieur. Docteur Bakone, oui. Oui. Pour en venir à tout ce qui a été dit, effectivement, la question... Élisée Bolougoué voulait savoir si vous fonctionnez, s'il y a des problèmes. Donc ça me permet de rebondir sur sa question. Les statistiques, les études de consommation, effectivement, montrent qu'il y a 3 grands postes de dépenses des ménages. L'alimentation, le logement, le transport. Ce sont les grands postes de dépenses, c'est les premiers postes de dépenses des ménages. Et si on veut lutter contre la vie chère, c'est-à-dire si on veut faire diminuer cette perception, ce ressenti des populations que la vie est chère, il s'agit de jouer sur ces 3 postes de dépenses. C'est exactement la mission qui a été confiée au Conseil national de lutte contre la vie chère. Nous travaillons sur ces 3 postes de dépenses. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, c'est un organe qui est présidé par le Premier ministre et qui a pour vice-président le ministre du Commerce et de l'Industrie comme vice-président. Mais au sein du Conseil, vous avez l'ensemble des structures. Vous avez aussi bien, évidemment, les structures publiques comme les ministères, le ministère clé, le ministère de l'Agriculture, des Transports, du Logement, du Commerce, etc. Vous avez également le secteur privé, la CGC, la FIPME, la FENAXI, qui est la Fédération des commerçants, et les associations de consommateurs. Et tous ces organes qui se retrouvent au sein du Conseil national de lutte contre la vie chère travaillent de concert pour faire des propositions au gouvernement, pour prise de décision. Pour prise de décision. Donc, il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait filière par filière. Qui est fait, si on prend le secteur du bétail-viande, c'est un secteur qui est effectivement sinistré à cause du fait qu'on subit la crise au Sahel. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays, produisait pas un pays d'éleveurs. On est un pays d'agriculteurs, mais on n'est pas forcément un pays d'éleveurs. On importe plus de 80% de notre bétail viande des pays de l'Interland, notamment le Burkina et le Mali essentiellement, et dans une petite mesure également du Niger. Il se trouve que les zones agro-pastorales dans ces pays-là, ce sont ces zones-là qui subissent la crise terroriste. Donc, c'est à l'origine même. Alors, évidemment, ça a des conséquences sur nous. Mais là encore, nous ne restons pas sans rien faire. Le gouvernement ne reste pas sans rien faire. Le Conseil national de lutte contre la vie chère ne reste pas sans rien faire. Il y a des groupes de travail. Nous rencontrons en permanence
les acteurs de la filière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré la crise au Sahel, le marché est quand même apprévisionné. Aujourd'hui, il y a quand même de la viande sur le marché en Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez dans les pays d'origine, même au Burkina, la viande en Côte d'Ivoire est quand même moins chère. Aujourd'hui, on a le prix de la viande qui a été plafonné avec os à 2600 francs et sans os à 2800 francs. Au Burkina, quand vous regardez, nous on a les relevés des prix parce qu'on fait quand même la comparaison des prix au niveau de la sous-région, la viande est autour de 3500 francs. Mais parce qu'il y a un travail qui est fait au niveau du gouvernement pour réduire le prix de la viande. Malgré l'importation, malgré les conséquences du terrorisme, nous arrivons quand même à avoir de la viande moins chère. Elle est toujours, je peux comprendre que la population trouve que 2600 francs, 2800 francs, ça reste cher. On est d'accord, nous travaillons à réduire, mais il n'empêche qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la viande est quand même moins chère que dans les pays comme le Mali ou comme le Burkina. Quand on regarde le secteur vivrier, il est important de revenir dessus. Parce que on partage le sentiment que la vie est chère, on partage qu'effectivement, il y a des prix qui sont en hausse. Effectivement, il y a des secteurs qui subissent de la spéculation, qui subissent des pratiques, en tout cas, anticoncurrentielles, etc. Autant on est d'accord avec ça, autant il ne faut pas donner l'impression qu'il y a une flambée générale des prix. Il ne faut pas donner cette impression parce que quand on regarde secteur par secteur, cela n'est pas vrai. Si vous regardez, quand on a regardé l'élément tout à l'heure, quand on nous parle que le piment a augmenté, la tomate a augmenté, mais il faut qu'on regarde quand même dans quelle saison on est. Regardons dans quelle saison on est. Le prix du piment a augmenté, mais ce n'est pas la saison. Les produits vivriers sont des produits saisonniers. Il ne faut pas qu'on oublie. Si vous prenez l'exemple de la tomate, aujourd'hui, en ce moment, en début juillet, le prix de la tomate, le kilo de la tomate est autour de 1200, 1400 francs le kilo. Si vous retournez quelques semaines en arrière, on était autour de 700 francs le kilo. Et quand on va, si vous retournez en arrière ou bien si vous avancez, quand on arrivera autour de octobre, novembre, décembre, le kilo de la tomate sera autour de 300 francs. 300 francs, voire même 250 francs. Donc, quand aujourd'hui on nous dit la tomate est chère, mais parce que ce n'est pas la saison. Donc, il ne faut pas donner non plus l'impression ou en tout cas utiliser des produits qui sont saisonniers et dont la saison est dépassée. Et donc, mécaniquement, le prix augmente. Donner cet argument-là pour donner l'impression qu'on est dans une flambée générale des prix. Aujourd'hui, l'inflation est quand même maîtrisée. On est en dessous de la norme communautaire de 3%. Alors, oui, il y a des tensions, mais sachons de quoi on parle. D'accord. Très bien, on vous a bien compris. Vous aurez le temps de réagir. Ce sera après cette courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360. Ce soir, évidemment, on parle de la cherté de la vie, on évoque les causes. Et tout à l'heure, nos spécialistes sur le plateau vont proposer des ébauches de solutions. Tout à l'heure, Dr Baconnet semblait évoquer le fait que, voilà, pour les produits vivriers, c'est la raison principale, la raison fondamentale, c'est que certains produits sont saisonniers, mais il y a également des contre-saisons, non, Dr Kofi, enfin, Monsieur Kofi, vous l'évoquiez tout à l'heure. Après combien d'années d'indépendance, je pense qu'il va falloir songer peut-être à améliorer les techniques culturelles, donc former nos paysans pour qu'on ne soit pas vraiment livrés à cette méthode... À la dictature des saisons. Des saisons. Il faut améliorer les choses. Et puis, c'est vrai, le docteur dit qu'il y a les produits saisonniers et tout ça, mais in fine, on a 25% de nos ressources qui servent à l'alimentaire. On a 12% pour le transport, 13%, donc la moitié de nos revenus déjà. Donc ça, on n'a même pas encore parlé de l'école des enfants, de la santé et tout ça. Donc, quel que soit, on dira, il n'y a pas une flambée générale des prix, mais nos ressources ne nous suffisent pas. Ça, c'est le fait. Maintenant, comment faire pour que nous diminuions l'allocation de nos ressources qui vont dans ces principaux, comment dire ça, dans ces principales charges. Voilà. Comment faire pour tirer cela à la baisse? Je crois que c'est tout l'intérêt de nos paysans sur le plateau. Oui, allez-y, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir tout à l'heure
à M. Élysée C'est ça. et puis M. Kofi. Dites, Parce allez-y. que tout à l'heure, M. Kofi, j'ai comme l'impression que pour lui, les commerçants de produits vivriers flambent les prix parce qu'ils veulent. Non, j'ai dit tout à l'heure, il faut aller à la base. Une personne ne peut pas être en même temps producteur, commercialisé, être commerçant en même temps. C'est ça. Il faut laisser aussi la place à d'autres. Donc, comme moi, comme ça. Pour éviter les conflits d'intérêts. Voilà, conflit d'intérêts. Moi, je suis une commercialisation de produits vivriers. Donc, le producteur, si je vais, que le producteur me donne un bon coût, à un bon prix, obligatoirement, je le vends aussi à un bon prix. Comme elle a dit tout à l'heure, la tomate, actuellement, on le paye à 1200 ou 1300 le kilo. Mais la tomate n'aime pas la pluie. Lorsqu'on ira vers octobre-novembre, on va avoir le prix à 250, même 150 même le kilo. Et la tomate n'aime pas le prix. Et je reviens à M. Lisée. Je veux dire que je suis un peu de même avis avec M. Lisée, parce que l'État, on fait tout, mais nous sommes sur la responsabilité aussi de quelqu'un, qui est l'État. L'État doit veiller au bon fonctionnement de sa population. Parce que, pourquoi je le dis, il y a eu 2 ou 3 jours, il y a le Premier ministre qui nous a conviés à une réunion pour dire que là, maintenant, c'est vrai que le Conseil national de lutte contre la vie chère dormait, mais ils vont prendre leurs responsabilités. Donc, ce qui veut dire que l'État se soucie de sa population. Moi, j'ai été vraiment très ravie de participer à ça. Et je voulais dire merci vraiment au Premier ministre pour cette initiative. Alors, mesdames, est-ce que vous trouvez normal qu'en 2021, on soit en train de parler encore une fois de produits saisonniers, là où une nation comme Israël produit des vivriers qu'ils exportent partout dans le monde? Élysée? Oui, très belle question, Ali. Je pense même que tu me devances parce que c'est là que je voulais en venir. Vous voyez, je me dis que nous, 22 millions d'Ivoiriens, vu le fait qu'on ne peut pas être 22 millions assis au palais et assis à mettre dans les postes ministériels, on confie notre destin à un gouvernement qui, lui, est censé réfléchir à notre bien-être. C'est sur cette base-là qu'on lui confie un mandat. Et la question de la vie chère, quelqu'un l'évoquait sur le plateau ici, ce n'est pas de maintenant que ça date. Hein. Même en 2008, ça fait l'objet d'émeutes. D'émeutes en Côte d'Ivoire ici. Et je pense que... Oui, dans le monde, voilà, dans le monde, effectivement, dans le monde, ça fait l'objet d'émeutes. Mais vous avez entendu qu'après 2008, là, est-ce qu'on est allé encore dans des émeutes? Parce que certains ont résolu leurs problèmes. Ils ont vu effectivement que c'était un problème et ils ont pris ça à bras le corps. Est-ce qu'on trouve normal qu'un pays de la trempe de la Côte d'Ivoire, où tu peux jeter une tige de manioc d'Abidjan jusqu'à Korogo, sans même que tu n'arroses, qui va pousser, et qu'aujourd'hui, on soit en train de souffrir encore pour des tubercules d'igname, tubercules de manioc? Ce n'est pas possible. Une zone où on a des plaines partout, on est en train d'importer encore du riz, qui nous revient excessivement cher. On ne peut même pas payer. Et comme on le dit, avec tous ces intermédiaires qui sont dans la filière, aujourd'hui, un sac de riz, moi j'étais encore plus jeune que ça et je pense que c'était le cas de nous tous ici. Le sac de riz de 50 kilos, on le paie à moins de 8 000. C'est vrai qu'on va me dire non, il y a 15 ans ou 20 ans de cela, en arrière et autres, tout ça. Mais il y a des endroits où peut-être qu'il y a eu une majoration, mais on n'a pas atteint le montant qu'on a aujourd'hui. On a 25 kilos après. Le bon riz, on veut manger à 25 kilos. Tu n'as pas moins de 16 000 ou 17 000. 2 fois celui de 50 kilos à l'époque, il y a 15 ans en arrière. Donc, arrivé à un certain moment, il faut qu'on comprenne quels sont nos choix stratégiques. Comme je le dis, on peut se priver de loisirs. On peut décider, moi je le pense, de ne pas construire un stade et puis on décide d'investir dans la production de riz. Parce que c'est ce qu'on va manger. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, je me dis qu'il revient à l'État. Comme on le dit, quand tu étais mordu par le serpent, tu te méfies du ver de terre. Quand tu es sorti d'une situation où toi-même, tu as vu ce que ça a créé comme souci pour ta population, à qui tu es censé apporter des solutions. Mais la première des choses que tu fais quand tu sors, comment je fais pour ne plus que demain, on soit dépendant de l'extérieur en matière de riz, la grande consommation soit dépendante de l'extérieur. C'est-à-dire aujourd'hui, si le Vietnam, la Chine et la Thaïlande décident de ne plus importer du riz en Côte d'Ivoire, je vous dis dans une semaine, envoyer du riz en Côte d'Ivoire, dans une semaine, on est tous foutus. Hein. Mais ce n'est pas normal pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où on a des bas-fonds partout. Donc je pense qu'à ce niveau-là, l'État a quelque chose à faire, a un travail important à faire. Et sur cette base-là, c'est ce que je dis, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Si j'ai été affecté par un problème en 2017
et que je décide de mettre en place un organisme, c'est pour qu'en 2021, ce problème-là ne revienne plus. Mais si ce problème revient, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Et on prend nos responsabilités et on avance. Pour ce qui concerne les organisations de consommateurs, il y a une chose qu'on doit savoir. Il a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure, M. Ben Fali. C'est bénévolat. Mais en même temps que c'est bénévolat, personne ne va appeler son ami. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai senti le sacerdoce, ou lui, il a senti le sacerdoce de défendre les consommateurs. C'est un sacerdoce qui ressent. Il décide donc de porter ce fardeau. On le porte jusqu'au bout. On ne regarde pas l'attitude de quelqu'un d'autre. Moi, je constate que quelque chose ne marche pas. Je vais vers les gouvernants, je dis ça là, ça ne marche pas. Si ça nécessite que je fasse une large communication auprès de la population, ça ne marche pas, mais voilà ce que nous, on envisage de faire. C'est vrai que la population peut ne pas adhérer, ou bien une partie de la population peut ne pas adhérer. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut comprendre en Côte d'Ivoire. On a la culture de la plainte salonnier. Ça veut dire on est dans le salon, et puis on n'est pas d'accord de quelque chose. La seule chose qui est en mesure d'emmener un Ivoirien dans la rue, c'est la politique. C'est la seule et unique chose. Sinon, même son intérêt nutritionnel, sanitaire, ça ne l'intéresse pas. Il restera à la maison, il se plaindra à la maison. Mais cette culture-là, on l'a. Et il faut aussi qu'on change de mentalité. C'est pourquoi je dis ce soir, l'exercice qu'on a, c'est de nous regarder comme dans un miroir, établir nos responsabilités et assumer nos responsabilités, et puis décider de changer. Justement, je reviendrai à vous, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que à chaque fois qu'on revient sur la vie qui a augmenté, la cherté de la vie, est-ce que ce n'est pas un échec finalement pour vous, responsable d'organisation de défense des droits des consommateurs? Je vous remercie. Je voulais rassurer M. Élisée, le consommateur, vous dire que nous allons jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que certains nous attaquent ou bien on va jeter... Non, ce que moi j'ai envie de vous dire... Non, je vous redonne la parole. Ce que je veux vous dire, c'est une petite parenthèse. C'est vous dire que tous les dirigeants d'organisation ont des attaques. Donc c'est un épiphénomène. Ce n'est pas un échec. Voilà, allez-y. Ce n'est pas un échec. Vous savez, je fais partie des organisations de consommateurs acculées par la plainte des consommateurs qui avaient décidé d'organiser une marche nationale pacifique pour dire que rien ne va. Et nous avons cité pourquoi on voulait marcher. Nous avons été entendus. Le directeur général de la police nationale nous a reçus pour dire qu'il a été mandaté par le gouvernement de nous écouter et de lui donner nos préoccupations et qu'ensemble, secteur par secteur, le gouvernement va apporter une solution à nos préoccupations. Et la semaine qui a suivi, nous avons été reçus par le directeur général de l'ANARECI, CIE, Côte d'Ivoire Énergie, pour parler de l'électricité, qui était le premier point de nos préoccupations. Et c'est là qu'il a été décidé de faire rationnement au niveau d'Abidjan, des ménages et le secteur industriel. Et ensuite, tous les autres problèmes que nous avons dit, notre ministre du Commerce nous a reçus pour dire, bon, écoutez, même si vous marchez, c'est pour dire ce qui ne va pas et c'est pour remettre des documents. Donc, ensemble, de façon républicaine, nous prenons vos préoccupations avec le gouvernement. Nous allons étudier cas par cas pour voir ce que le gouvernement peut faire dans l'immédiat. Et donc, c'est dans ça que nous sommes restés et que le ministre a pris, puisque le ciment faisait partie, le ministre a pris un arrêté pour plafonner le prix des ciments. La viande faisait partie. Il a pris un arrêté pour plafonner le prix de la viande. C'est vrai, le ministre est à l'écoute de la population, mais c'est sur plainte des organisations de consommateurs que nous sommes que le gouvernement a essayé de prendre des mesures par rapport à un certain nombre... D'accord. On vous a bien compris. Monsieur Kofi, l'autre question que j'ai envie de vous poser, dans le prolongement de celle que j'avais posée, qui a fait réagir Monsieur Soumaoro, c'est de vous demander quel travail faites-vous pour justement... éduquer les populations, les consommateurs sur leurs droits, finalement. C'est l'une des raisons de votre existence. Évidemment. Mais on ne vous entend pas suffisamment. Non, ça, je ne suis pas d'accord quand on dit... C'est un constat. C'est un constat qu'on fait. Moi, n'eût été cette émission, je ne vous aurais pas entendu. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu. Alors, c'est un constat. Bon, peut-être le constat il est à votre niveau, mais je voudrais simplement préciser que les organisations de consommateurs ont deux missions. Parce que souvent, on nous attribue aussi des missions qu'on n'a pas. On a deux missions essentielles. La première mission, c'est
la promotion des droits des consommateurs. C'est bien ce que je disais. Non, laissez-le terminer, s'il vous plaît, M. Soumaro. M. Soumaro, c'est moi qui distribue la parole ici, s'il vous plaît. M. Kofi, allez-y. Connaître aux consommateurs eux-mêmes leurs droits. Vous savez que tout ce qui est éducation, ça prend du temps. Souvent, les gens signent les organisations de consommateurs. Ça prend du temps, mais il faut poser des actes, il faut poser des pas. Je vais vous expliquer tout ce que nous avons fait. Expliquez-nous. Voilà. Donc, l'éducation, ça prend du temps. On nous compare souvent aux organisations de consommateurs en Europe. Ce sont des organisations qui existent avant même que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Donc, nous sommes des mouvements assez jeunes. Nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens. Notre deuxième mission, c'est la défense des intérêts des consommateurs quand ces intérêts-là sont mis à mal. Donc, la lutte contre la cherté de la vie dont on parle, comme on a dit, c'est un combat d'ensemble. Il ne faut pas regarder les seules associations de consommateurs. Quand nous disons aux consommateurs que vous avez des droits, certes, mais vous avez des devoirs, les devoirs de solidarité, mais nous appelons tout le monde à nous rejoindre et à suivre les différents mots d'ordre. Alors, la solidarité par excellence, c'est au sein des organisations de consommateurs que ça doit se manifester. Si vous n'adhérez pas, si vous n'allez pas vers vos organisations de consommateurs, ben vous ne pourrez pas être informé. Aujourd'hui, le développement des moyens de communication a fait que aujourd'hui toutes les organisations de consommateurs ont un site internet, une page Facebook, l'UFC que moi je dirige a même une télévision. Donc vraiment, celui qui dit qu'il ne connaît pas l'UFC, vraiment, je crois qu'il n'est pas de bonne foi. Ça, pour être sincère... Moi, de très bonne foi, je ne connais pas l'UFC. Je ne la connaissais pas jusqu'à l'organisation de ce débat. De très bonne foi. Non, parce que le consommateur, c'est vrai, on a dit, il a le devoir d'être un consommateur averti. C'est-à-dire, prendre le temps quand même de se former et de s'informer. Vous connaissez le niveau d'analphabétisme dans nos pays? Mais je vous dis que nous avons créé une télévision qui va traduire tous nos contenus. Qui va traduire, donc on est dans le futur. Non, on vous a bien compris. Je vous dis que tout est prêt, vous serez invité. Très bien, on vous a entendu. Docteur Ba? Oui, c'est important ce qu'ils sont en train de dire en ce qui concerne la sensibilisation, l'information. Nous pensons que la première arme du consommateur, c'est d'être informé. Ça évite ce qu'on appelle en économie l'asymétrie d'information. Qu'ils soient informés sur le fonctionnement du marché et qu'ils soient informés sur le niveau des prix. C'est un élément important. Et c'est pour ça que le Conseil national de lutte contre la vie chère travaille également sur cet axe-là. Nous avons des supports d'information. Il y a des émissions. Il y a l'émission C'est combien qui donne le prix moyen des marchés. Nous avons des bulletins d'information. Nous avons l'émission Le Consommateur. Parce que nous pensons que le consommateur, plus il sera averti, plus il connaîtra ses droits, plus il saura, par exemple, le niveau du prix avant d'aller faire ses achats. Ça évitera ce qu'on appelle souvent le prix à la tête du client. Et puis ça lui permet de planifier également ses dépenses. De planifier ses dépenses, sur la semaine ou même sur le mois. Donc, la question de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation, c'est également une question qui est traitée par le gouvernement à travers donc, les émissions du Conseil national de lutte contre la vie chère. Très bien. Messieurs, mesdames, le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Kachi, est descendu sur le terrain vendredi pour comprendre la flambée des prix sur le marché. Il envisage des solutions concertées avec tous les acteurs du secteur afin d'infléchir la courbe de la cherté de la vie. Les précisions de Pierre Dipomelin, Fulgence Kissiedou, et on en parle juste après. Le Premier ministre Patrick Kachi en visite de terrain pour constater par lui-même les prix des denrées alimentaires sur le marché et les réalités que vivent commerçants et consommateurs. C'est à Adjamé qu'il démarre sa tournée. Il annonce l'activation immédiate du Conseil national de lutte contre la vie chère. On a vu un certain nombre de vendeurs, comme vous l'avez vu. On a écouté également des femmes qui sont venues faire le marché, qui nous ont dit leurs sentiments, leurs perceptions. Ça nous a permis de prendre la mesure de la réalité des choses. C'est-à-dire que dans certains cas, les augmentations dont on parlait n'étaient pas vraiment exactes, mais dans d'autres cas, c'était avéré. Et on a cherché à voir auprès de ces vendeurs qu'est-ce qui pouvait justifier ces augmentations et ces écarts, quelquefois, comme je dis, excessifs. Ils nous ont donné également quelques explications. Donc sur ces éléments-là, très rapidement, avec le ministre du Commerce et les autres ministres concernés, nous allons nous réunir pour que ces dérapages qu'on a observés s'arrêtent rapidement. Nous avions décidé de réactiver et de renforcer le Conseil national de lutte contre la vie chère,
C'est un organe qui a déjà été mis en place, mais qui, dans le contexte du corona et de plein d'activités, avait ralenti ses réunions, le rythme de ses réunions. Donc on allait les accélérer. Dans cette boulangerie, Patrick Hachi constate les difficultés liées au rationnement de l'électricité, mais aussi à l'augmentation des intrants dans le processus de fabrication du pain. Direction Trècheville, chez les meuniers, où les échanges se sont poursuivis avec ces industriels. Il a donc fallu avoir un entretien avec non seulement les boulangeries, mais surtout les meuniers qui les approvisionnent. Et donc avec eux, on s'est entendu sur comment est-ce qu'il fallait les uns et les autres agir pour que sur le consommateur final, cette crise n'ait pas d'impact réel. On peut conclure que ces entretiens, dès le départ, et ces relations que nous avons eues de partenaire à partenaire avec les industriels se sont bien passés. Ils ont joué le jeu et je voudrais saisir l'occasion pour les féliciter. C'est bientôt la fin du rationnement. Motif pas toujours justifié de plusieurs augmentations. Le Premier ministre Patrick Hachi, avant cette descente sur le terrain, a exprimé à l'ensemble des acteurs du secteur privé la préoccupation du gouvernement face à cette hausse anarchique des denrées de première nécessité observée sur les marchés. Il ouvre par la même occasion un cadre de discussion pour amener les prix à la normale dans les meilleurs délais. Voilà, monsieur, on a vu le chef du gouvernement ivoirien qui a dû descendre sur le terrain pour s'imprégner de cette réalité de la cherté de la vie, toucher du doigt justement le quotidien des Ivoiriens. Docteur Fofana, on va à présent aborder les solutions. Quelles solutions, quand on est économiste comme vous, spécialisé en développement, quelles solutions on peut proposer pour infléchir justement la courbe de cette cherté de vie tant décriée? Merci beaucoup, M. Diarra-Souba. Donc, il faudrait dire qu'il y a d'abord des solutions à court terme et des solutions à plus long terme. En termes de court terme, il faudrait d'abord réactiver les structures qui existent. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, dans votre élément, a bien parlé de ce problème-là. Il faut réactiver les structures qui existent. Mais à côté de la réactivation des structures qui existent, les rendre un peu plus fonctionnels, il faudrait que l'État puisse faire un effort supplémentaire sur le carburant. En effet, le carburant impacte directement le coût du transport et qui impacte indirectement le prix de revente de la bonne dame au marché. Donc, il faudrait que l'État puisse faire un effort, soit subventionner encore plus le coût du carburant. Il faudrait qu'au niveau du crédit à la consommation, il faudrait que l'État puisse, avec la Banque centrale et les banques commerciales, mettre en place un crédit à la consommation à un taux zéro ou à un taux négatif, comme ce qui se fait actuellement en Europe. Il faudrait mettre en place un système aussi au niveau de l'information. Et l'Internet, les réseaux sociaux ici ont un rôle à jouer. L'information, comme la Dr Bal a dit tout à l'heure, elle est capitale. Lorsqu'il y a une asymétrie d'information et lorsqu'il y a une partie qui n'est pas bien informée, il y a un souci. Donc, Internet, les réseaux sociaux doivent servir à réduire l'asymétrie d'information. Au niveau du consommateur, Internet peut permettre d'avoir le juste prix. Ça peut aussi permettre aussi aux consommateurs aussi de prévenir aussi les autorités lorsque des commerçants sont indélicats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organisations des consommateurs doivent faire la police aussi, dans une certaine mesure? Oui, ils doivent faire aussi de la police. Ils doivent aussi faire de la police pour prévenir les autorités. Pour dénoncer... Très bien. Poursuivez. Ensuite, comme je disais, on l'a dit tout à l'heure, à côté de la nourriture, il y a les dépenses en logement et il y a les dépenses en transport. Pour la nourriture, à plus long terme, il faudrait que les boulots de l'étranglement et les facteurs des coûts qui sont élevés puissent être réduits plus tôt. On l'a dit à travers la réduction un peu de tous des intermédiaires qui rentrent un peu au niveau des différents
circuit de commercialisation des produits. Il faut créer une économie d'échelle. Comment créer une économie d'échelle? On va créer l'économie d'échelle en produisant plus. Pour produire plus, il faudrait inciter les entreprises qui existent à produire un peu plus. Et cette production élevée qui va créer une économie d'échelle va réduire les coûts auprès de ces entreprises-là. Et la réduction des coûts pour ces entreprises va entraîner bien sûr une réduction du prix des marchandises, des biens et marchandises qui sont vendus par ces entreprises. Très bien, merci. Il faudrait pour le loyer. Oui, allez-y. Je finis par là. Pour le loyer aussi, il faudrait dire que le loyer occupe une grande part des dépenses des ménages. C'est vrai qu'on parle de la nourriture, mais le loyer aussi occupe une grande part des dépenses des ménages. À Yopougon, le loyer moyen pour des 3 pièces est de 100 000 francs. Pourtant, en principe, un ménage doit dépenser moins du tiers de son revenu dans le loyer. Donc, si c'est un peu plus, il y a un souci. Comme je le disais aussi, à moyen terme, il faudrait aussi qu'on puisse regarder le souci au niveau du chômage. La lutte contre le chômage a un impact sur la cherté de la vie. Parce que qui dit chômage dit des jeunes ou des personnes d'un certain âge qui habitent encore au niveau du ménage. Et plus la taille du ménage est importante, plus ça a un impact sur le niveau de vie du ménage. Et donc, un jeune d'une trentaine d'années qui arrive à avoir un boulot, qui quitte la maison ou même qui peut contribuer aussi aux revenus de la maison, il va réduire forcément le coût de la vie, puisque lui, ça augmente le revenu du ménage, où il crée son ménage, donc il réduit en même temps le coût de la vie au niveau de son ménage initial. Et donc, il faut lutter contre le chômage aussi, permet de réduire le coût de la vie. Donc, j'ai quelques solutions. Et puis, pour terminer, je voulais aussi parler aussi au niveau du transport. Allez-y rapidement. Le transport subventionné, apporter encore plus de subventions à la SOTRA, essayer de régler le problème de l'informel au niveau du transport, où il y a aussi assez de faux frais, donc réduire l'informel. Et donc, tous ces éléments-là peuvent en principe permettre de pouvoir lutter contre la cherté de la vie. Et encore pour vraiment terminer, j'aimerais dire que... D'accord, certainement une interruption due à... Enfin, on va faire des réglages techniques. J'ai envie de me tourner vers les dames du secteur vivrier. Docteur Fofana a proposé quelques solutions. Est-ce qu'elles sont exhaustives à votre sens ou est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer pour réduire le coût notamment des denrées alimentaires qui subissent effectivement des augmentations? Bon, de ma part, je parle par rapport au secteur du vivrier. J'ai quelques solutions. La première, je propose que l'État, à travers les différents ministères comme l'agriculture, le commerce et puis le transport, doit fournir encore plus d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en font pas, mais plus d'efforts envers les producteurs et les commerçants. Alors, j'ai une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que le secteur vivrier en Côte d'Ivoire n'est pas toujours et encore plus dans l'informel? Est-ce que la professionnalisation du secteur ne va pas nous aider aussi à réduire la cherté de la vie? Si, je suis d'accord avec vous, parce que le secteur du vivrier est beaucoup dans l'informel. Peut-être avec le temps, comme ça c'est un futur, on verra. Qu'est-ce qu'il vous faut pour aller vers la professionnalisation accentuée du secteur? Allez-y, madame. Il faut un peu changer les techniques culturelles. Par exemple, je vais souvent dans les régions. Il y a des jeunes, je dis aux jeunes, moi par exemple, j'ai un brevet de capitaine au long cours. Je suis première femme pilote bateau ivoirienne. Mais j'ai fait retour à la terre. Je ne travaille plus, j'ai fait retour à la terre, former et éduquer ces jeunes qui sont là, même si tu as le bac et que tu as le BPC. On n'est pas tous censés de travailler dans le gouvernement. Mais les gars se retrouvent, s'il y a un petit truc, qu'on monte un projet pour qu'on puisse les aider. Par exemple, à Gonaté, il y a eu des jeunes déscolarisés qui ont monté, nous sommes allés vers Adéry. On me demande de déposer 1 800 000 pour qu'on puisse les aider à leur donner les semences,
les intrants, alors qu'ils avaient déjà de l'espace. Il fallait qu'on fasse venir des experts pour pouvoir contrôler, pour voir. Parce qu'il faut d'abord faire l'essai avec ces jeunes-là. Il faut faire l'essai. Bon, si on leur demande une telle somme alors qu'ils n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et dans de telles circonstances, quel est l'organisme que vous saisissez? Moi, j'ai dit, je suis allée vers Adéry. Oui, on a bien compris, mais après vous êtes heurté à ce refus-là, vous avez peut-être saisi une organisation. Ils m'ont demandé de donner notre rapport personnel qui est autour de 1 800 000 francs. Quand on a monté le projet, ils sont d'accord, ils ont accepté pour pouvoir avoir les semences, les intrants. Et puis, c'est toi-même qui paye le transport. Pour des jeunes qui sont motivés à pouvoir diminuer peut-être un peu le taux de pauvreté en milieu rural. On m'a demandé 1 800 000. Sachez qu'aujourd'hui, là, bon, moi, c'est vrai, je suis syndicaliste, mais les gens n'arrivent pas à adhérer normalement. C'est ce qu'il était en train de dire. Et ils n'ont pas les moyens. Pour qu'un syndicat soit fort, il faut qu'il adhère. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer pour terminer? Allez-y, allez-y. Parce que moi, je lutte pour les femmes du vivrier. Donc, je proposais encore que les experts de l'agriculture comme CNRA, ANADER, puissent vraiment accompagner les producteurs. Ce n'est pas le cas? Il le faut. Mais vous souhaitez un accompagnement plus poussé? Plus poussé, et puis de façon gratuite. Parce que, pourquoi je dis... Voilà. Pourquoi ils ne le font pas gratuitement, parce que je suis tout le temps sur le terrain. Excusez-moi, par exemple, j'étais à Sondo-Savane. Il y a eu 12 villages de Sondo-Savane. Ces femmes-là se sont regroupées en coopérative. Mais les changements climatiques ont fait qu'elles ont des petits problèmes. Bon, nous qui sommes syndicalistes, nous venons vers des gens pour pouvoir leur venir en aide. Par exemple, nous passons par des marchés. Une fois, elle m'a aidé pour pouvoir organiser un groupe de femmes. C'est peu. Mais on te demande de payer les intrants. Si on te demande des intrants que tu n'as pas les moyens, tu es assise. À Gonaté, les femmes se sont retrouvées parce que là-bas, quand tu prends un peu d'Aloa est la deuxième ville nourricière de la Côte d'Ivoire. Mais ces femmes-là n'ont pas cette facilité de pouvoir avoir des intrants, des semences. Et c'est ce qui joue. Elles sont motivées. Mais sincèrement parlant, elles n'ont pas... Donc l'appui de l'État doit être beaucoup plus poussé. Voilà. Vous terminez avec vos solutions? Oui, je termine avec mes solutions. Donc, comme je dis, les experts de l'agriculture doivent accompagner vraiment gratuitement. Je vais parler des CNRA et ANADER. Et puis, il faut faire aussi des cultures de contre-saison en créant des retenues d'eau. Mais pour le faire, il faut que l'État accompagne, subventionne les producteurs et les commerçants. Très bien. Voilà. C'est surtout les subventions. Donc, pour pouvoir moderniser leur culture. C'est entendu. Oui, M. Soumaro. Sinon, l'État le fait. C'est ceux-mêmes qui sont au devant là, qui ne permettent pas à ces jeunes-là. C'est pour cela que je parle un peu de la corruption. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. L'État, c'est moi, c'est elle, c'est l'autre. Mais si l'État a nommé quelqu'un qui est au devant et qu'on lui dit de faire et s'il ne fait pas, on ne peut pas accuser l'État. Moi, je n'accuse pas l'État. J'accuse les responsables qu'on a mis au devant pour pouvoir suivre ces jeunes-là. Moi, je ne suis pas... Non, c'est ces jeunes-là, ils ne font pas leur travail. Il faut qu'on les punisse un peu. D'accord. S'il y a l'impunité en Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller de l'avant. On vous a bien compris. On va toujours aller d'escroquerie à escroquerie, ce qui n'est pas normal. D'accord, on vous a bien compris. Ça veut dire que dans la chaîne, il y a des personnes qui se rendent coupables de corruption, d'escroquerie, comme vous le dites. On vous a bien compris. Monsieur Soumaro, rapidement, allez-y. Parlons des solutions. Il va falloir que cette sortie de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, soit suivi des effets immédiats. Quel effet vous attendez? Des décisions concrètes, parce qu'il faut éviter ce qui est arrivé est apprécié par une partie de la population. Mais il ne faudra pas que ça soit comme de l'aspégique pour faire tomber la fièvre, mais qui ne traite pas le mal en réalité. Dans la forme, ça va, mais il faut traiter le problème dans le fond. Les différents secteurs qui sont touchés, il faut une rencontre sincère, parce que ce soit la FENACSI, l'organisation des commerçants, que ce soit nous, les organisations de consommateurs, nous écrivons à tout moment aux autorités. Nous avons des preuves dans des secteurs où il y a blocage. En prenant une décision, cela peut apporter des solutions. La Côte d'Ivoire a la chance où toutes les régions, on peut produire du riz. Il faut instaurer la Coupe nationale du progrès comme Houphouët-Boigny le faisait, mettre les régions en compétition. Nous avons ceux des Pras,
on a des espaces où on peut faire la production, où on peut quitter du statut de consommateur de la viande et devenir exportateur de la viande. Mais vraiment, il faut aller à l'essentiel. Comme le Premier ministre a promis la semaine prochaine de réactiver le Conseil national de la lutte contre la vie chère, et je pense que les résolutions, les décisions du Conseil national ne seront pas rangées dans les tiroirs pour ajouter sur les autres dossiers, comme les différents séminaires que nous organisons. Très bien. Monsieur Kofi? Oui, alors je voulais vraiment à la suite du président Ben dire que faut pas que... faut qu'on ait un devoir de vérité quand même. Bien sûr. On a dit que la Côte d'Ivoire a fait le choix du libéralisme. Ça n'a pas encore changé. Donc il ne faut pas qu'on rêve en pensant que l'État va bloquer les prix indéfiniment. On a dit c'est encadré par le temps, c'est 3 mois, 6 mois. Ils ne pourront pas faire plus. Et la preuve, c'est que vous comprenez régulièrement, on a des poussées de tension. Le pain, on va augmenter, le prix du pain, on ne va pas augmenter. Et tout ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement et qui troublent notre sommeil. Donc il faut trouver vraiment des solutions pérennes. On a parlé du financement. Il faut, maintenant que le Conseil national de la vie doit être activé, peut-être qu'il faut penser réellement au financement du secteur du vivrier. Hein? Parce que, on dit que la tomate n'aime pas la pluie, mais on fait des cultures hors sol aujourd'hui. Il faut cultiver sur les serres et tout ça. Les technologies évoluent. Donc il faut qu'on aille vers cette technologie-là que de s'en remettre à la providence divine pour dire qu'il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir. Et tout ça. Donc il faut, le monde évolue, il faut que notre pratique et nos techniques évoluent également. On a parlé, donc pour parler du financement, il faut aller vraiment vers les banques, parce que le secteur bancaire n'accompagne pas suffisamment. Aujourd'hui, 12%, le crédit à la consommation, c'est 12%. Pour avoir une maison, aujourd'hui, c'est 8%, quand c'est vraiment bien négocié. Et, tenez-vous bien, pour avoir un prêt de 20 millions, il faut avoir un salaire de 750 000 à peu près. Donc, ça vous dit... Et quand vous avez atteint la cinquantaine, comme moi, ne rêvez pas parce que vous ne pouvez pas avoir de crédit sur 20 ans. Donc, ça vous dit qu'il y a vraiment un travail à faire pour vraiment booster les choses. Il ne faut pas qu'on reste dans les vieilles pratiques, dans les vieilles méthodes, et vraiment, nous voulons compter sur le Premier ministre pour aborder vraiment les choses en profondeur et ne pas se limiter au plafonnement de 3 mois qui ne règle pas nos problèmes. Docteur Bakoné, le Premier ministre, on l'a entendu, il a évoqué la réactivation du Conseil national de lutte contre la vie chère. Les aspirations, les attentes des Ivoiriens sont énormes concernant cet organe. Vous réalisez que la tâche ne sera pas facile? Nous réalisons l'ampleur de la tâche, mais nous savons que des solutions existent et ces solutions seront mises en œuvre. Il y a le gouvernement qui est résolument engagé. Je veux dire, quand on voit le Premier ministre accompagné du ministre du Commerce et de l'Industrie, accompagné du ministre de la Communication, qui va sur les marchés, qui prend une journée entière pour s'imprégner de la réalité, pour parler avec les populations, parler avec les commerçants, c'est un signal fort pour dire que la lutte contre la vie chère, ça sera une priorité du gouvernement. C'est une priorité du gouvernement. Alors, des solutions existent et nous travaillons sur ces solutions-là. Et dès la semaine prochaine, comme il a annoncé, il y aura des rencontres pour commencer à mettre en œuvre ces solutions. Une des premières solutions, un axe de travail sur lequel le gouvernement travaille, le Conseil national de lutte contre la vie chère travaille, c'est d'augmenter l'offre. On est d'accord, plus il aura l'offre, plus il aura de produits sur le marché, plus les prix seront bas. Nous travaillons pour augmenter l'offre dans les 3 secteurs, disons les 3 principaux postes de dépenses des ménages. Au niveau de l'alimentation, augmenter l'offre, c'est-à-dire augmenter au niveau de l'agriculture, comme les dames du vivrier l'ont dit. Il y a des programmes au niveau de l'agriculture, il y a le PENIA 1, le PENIA 2 aujourd'hui qui est en œuvre. Donc il y a des programmes qui sont en œuvre pour augmenter l'offre. Au niveau si on prend au niveau de bétail viande, pareil, au niveau de la ministère des Ressources animales et halieutiques, il y a des programmes également pour effectivement que la Côte d'Ivoire ne soit plus aussi dépendante des pays voisins. Si vous prenez les secteurs, le deuxième poste des dépenses des ménages, qui est le logement, il y a aussi des programmes pour augmenter l'offre de logements, pour permettre l'accès à la propriété, pour mettre sur le marché des logements à des coûts abordables au niveau du ministère de la Construction. Donc, il y a aussi à ce niveau-là une augmentation, chercher à augmenter l'offre de logements. Si on regarde au niveau du transport, également,
il y a des programmes pour augmenter l'offre, c'est-à-dire la quantité, la disponibilité des transports en commun, par exemple. Si vous regardez au niveau de la Sotra, il y a tout un programme qui a commencé à avoir des résultats d'augmenter les lignes, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles lignes qui ont été créées, qui font Abidjan à Niama, Abidjan Grand Bassam. Donc, il y a cette volonté et cette conscience que plus on va augmenter l'offre, mieux les conditions d'achat, en tout cas, vont se réduire. Donc, première solution sur lesquelles le gouvernement travaille, c'est augmenter l'offre. La deuxième solution que préconise le gouvernement et sur laquelle travaille le gouvernement, c'est de mieux organiser le secteur du commerce. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirasouba, c'est un axe majeur sur lequel il travaille en permanence avec ses équipes. On a dit tout à l'heure au début de l'émission qu'il y a certains secteurs où il y a une multiplication des intermédiaires. Il y a certains secteurs où il y a une désorganisation de la chaîne de valeur. Donc, on pense que dans ces secteurs-là, en organisant la commercialisation, en mieux l'organisant, en professionnalisant, en réduisant les intermédiaires, nous pouvons arriver à faire baisser le prix. Et ça aussi, c'est un axe majeur sur lequel le ministre du Commerce travaille. Est-ce que vous comprenez que certains Ivoiriens sont sceptiques? Parce qu'in fine, quand on reçoit sur des plateaux télé comme celui-là, des responsables du ministère du Commerce ou d'autres ministères, on a l'habitude d'entendre « on va faire », et quelques années après, ça n'a pas été fait. Si, bon, je ne vais pas parler pour le passé, je peux parler pour aujourd'hui, et je peux parler pour le Premier ministre Patrick Achi qui s'engage résolument avec son gouvernement à adresser la question de la cherté de la vie. Je peux vous parler aujourd'hui de ce qui se passe et effectivement, c'est un engagement fort qui a été fait. Il y a un signal fort qui a été donné et je peux vous dire qu'au niveau du Conseil national de lutte contre la vie chère, nous avons été saisis. Nous avons été saisis pour qu'on adresse chacun des points qui ont été relevés et qui sont source de hausse des prix. Donc, je continue au niveau des solutions et des axes de travail. Donc, augmenter l'offre, mieux organiser la commercialisation. Il y a également la question du transport, parce que le transport est un élément, du coup, un facteur important dans quel que soit d'ailleurs le produit concerné. Donc, il s'agit de travailler, notamment au niveau du transport des marchandises, pour ensemble, non seulement augmenter effectivement l'offre de transport, mettre en place des camions dédiés à la commercialisation des produits vivriers, etc., mais également réfléchir avec les acteurs sur des références de prix. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'élever et dire le camion pour faire d'Aloa, le Haut-Sassandra, qui est effectivement une grande zone de production à Abidjan. Tantôt, le camion va être à 250 000, tantôt à 300 000, et puis il peut passer à 600 000. C'est une désorganisation qui n'est pas admissible. Donc, nous travaillons également à cela, à pouvoir mettre en place des barèmes de prix au niveau du transport. Autre solution envisagée, c'est d'augmenter les contrôles. Ça a été dit par le Premier ministre et le ministre du Commerce avec les agents contrôleurs, c'est d'augmenter les contrôles, intensifier les contrôles, intensifier la répression. Lorsque les prix sont fixés, sont indiqués par le gouvernement, sont plafonnés par le gouvernement, c'est dans l'intérêt des consommateurs. C'est pour protéger leur pouvoir d'achat. Il est hors des questions que les consommateurs soient pris en otage par des personnes qui s'adonnent à de la spéculation, par des personnes qui s'adonnent à des pratiques qui ont pour but de eux s'enrichir sur le dos des populations. Donc, il s'agit d'augmenter les contrôles. Cela a été demandé expressement et cela est en train d'être fait. Les agents contrôleurs... Augmenter les contrôles de façon permanente. De façon permanente. Pas des contrôles inopinés sur il faut les deux. 2 mois. Non, oui, voilà. Non. Et puis après, retour à la normale. Absolument. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Je suis obligé de vous arrêter parce que nous sommes au terme de cette émission.
J'aimerais vous remercier tous. On aura d'autres occasions. Je rappelle à nos téléspectateurs, internautes et tous ceux qui nous suivent, et à vous-même aussi, que c'est une série d'émissions sur la cherté de la vie. On aura des émissions où on parlera spécifiquement du loyer, par exemple, en Côte d'Ivoire, des émissions pour parler du transport, de la cherté du transport. On est engagé comme ça dans une série d'émissions pour aborder ces questions-là. En tout cas, merci à vous d'être venus ce soir pour partager avec nous cette thématique qui nous tient à tous. Docteur Annie Didis Bakoneh, je rappelle que vous êtes la secrétaire exécutive du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, dont on attend beaucoup de résultats. Jean-Baptiste Kofi, président de l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs. Gisèle Wei Kofi, présidente du conseil d'administration du marché Cocovico d'Angré. Madame Zanlou Nan Valérie Noël, chargée des coopératives agricoles du milieu rural de la FESACI. Ben Fali Soumaro, tout bouillant ce soir, président de la coalition des organisations de consommateurs. Élisée Bologbeu, journaliste éditorialiste, et en duplex avec nous, Dr Fofana Moustapha, économiste du développement et gestionnaire de projets. Merci à tous d'être venus partager avec nous cette réflexion-là. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de NCI 360. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine, toujours en suivant nos programmes.